Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres. La rédaction de RTI2 s'est intéressée dans le portrait au vieux Ngolo, qui est un modèle de réussite. Comment? Nous le saurons dans quelques instants. Et puis en Birmanie, Aung San Suu Kyi a été condamné à 3 ans de prison supplémentaire pour fraude électorale. Il se nomme Ngolo Mamadou, un vieil homme de 87 ans qui fait l'unanimité. Il est courageux, faiseur de paix, acteur de développement dans la ville balnéaire de Grand-Bassam. Pourtant, il a quitté Ouangolo, sa ville natale, en 1953 pour aller en aventure dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. Une aventure périlleuse, parsemée d'épreuves, mais Ngolo parvient à s'imposer dans la société et à devenir homme d'affaires. Suivons son portrait avec Bintou Pekele. Je suis quitté à Ouangolo en 1953. À l'époque, ce gros camion-là, T45. Dans ça, je suis monté pour descendre à Boaké. J'ai dormi au marché de Boaké avec un ami. Le lendemain, on a cherché Taré. Tu vas cultiver Ignam. Jusqu'à le soir, on te paie 25 francs. Ngolo Mamadou raconte le début de son parcours parsemé d'épreuves. À sa famille. Il n'avait que 18 ans, sans un sou dans la poche, mais avec un objectif précis, travailler pour gagner de l'argent. Nous sommes en 1953. 2 mois après, Ngolo quitte Boaké à pied. On a marché de Boaké jusqu'à Yamsoko. Il y a un pont qui est entre Tonguti et puis Djomoko. Avant, on a embauché. C'est 50 francs par jour là-bas. C'était le travail de blanc. 6 mois de travail, il faut nous laisser. C'est ça, je suis revenu à Abidjan. Arrivé à Abidjan, Ngolo enchaîne les petits boulots pendant 6 mois. Il fait 6 autres mois dans une plantation à Divo et se retrouve à Grand-Bassam, puis à Aboisseau. À Krendiabo, la capitale du royaume Sanwi, Ngolo devient plongeur et gagne 1500 francs CFA le mois. Un jour, je lave l'assiette. La dame ne sait pas propre. Elle voulait me renvoyer. J'ai donné pardon. Il m'a laissé 1 mois, 2e mois de non, c'est pas bon. Il m'a renvoyé. C'est là maintenant, je dis bon, je vais apprendre à faire métier. Je vais apprendre à faire. Je suis revenu à Bassam. De retour à Grand-Bassam, dans le but d'apprendre la menuiserie, Ngolo passait la nuit au marché. Il finit par trouver un emploi, mais des conditions sont à remplir. L'autre m'a dit bon, moi je veux te prendre, à condition que tu sois manœuvre chez moi, parce que moi je fais la construction. Mais matin, il faut laver à de, comment on appelle madame. Mais dimanche, il a parlé du patron pour madame. Un jour, il m'a dit de laver son slip. Ah, j'ai refusé. Ce refus de laver les dessous de la femme de son patron et d'autres événements tout aussi pénibles vont pousser Ngolo encore une fois à vivre dans la rue. Ces épreuves finissent par forger le caractère de Ngolo l'aventurier. En 1957, l'homme retourne à Aboisseau pour se former en menuiserie. En 1960, Ngolo revient s'installer définitivement à Grand-Bassam avec son diplôme de menuisier ébéniste en poche. Il est embauché dans une entreprise spécialisée dans l'industrie du bois. De 1961 à 1965, avec 11 500 francs CFA comme salaire mensuel, Ngolo démissionne par la suite et s'installe à son propre compte. Pour l'état des motards, là, j'ai commencé. Là-bas, je suis revenu ici. Voilà. Maintenant, j'étais locataire ici, 25 000 francs par mois. Après ça, j'ai payé la cour à 5 millions. C'est dans ça que je faisais livraison à Droxol, Logimad, l'armée française. Je venais prendre la main chez moi ici. Il y a quelqu'un qui paye des mains chez moi pour avoir à Niger, Mali, Burkina, même le Congo, j'ai des clients de SAMU. Aujourd'hui, Jack Aridia, son fils, s'occupe de l'atelier de menuiserie et ébénisterie à Grand-Bassam. Nous, les enfants seulement, on était au nombre de 5. Il tournait, il vient avec les marchés, les commandes, il fait son devis avec notre patron. Et puis, quand on doit commencer les achats, il donne des instructions. Voilà. Ensuite, notre patron, maintenant, lui, nous dirige sur ce qu'il y a à faire. Et pour diversifier ses revenus, Ngolo se lance dans la restauration en bordure de mer. Tous ses revenus lui permettent de construire un hôtel, toujours à Grand-Bassam. Ngolo l'aventurier
devient homme d'affaires. Je partais à la plage au début aller verser des poulets. Je vais vendre ici, à Bassam. Les Libanais, Chinois, quand ils restent aussi, je vends et puis paye. Le projet qu'on a en cours, c'est de modifier un peu les chambres du bas, mettre des piquets, puis monter en hauteur. L'homme d'affaires suscite la construction d'une école primaire dans son quartier. L'école primaire Jean-Michel Moulot. C'était la bourse, cocotier, pas d'école. J'ai tout fait voir à la dame, puis on a eu la terre. Et puis le maire a pris la place, je suis en maire, puis on a construit l'école. Une vingtaine d'années après, l'école tombe en ruine. L'école est vraiment délabrée. Nous sommes dans la boue ici. On n'arrive même pas à travailler comme il se doit. Vraiment, nous avons besoin d'aide. Ngolé a 16 enfants. Il demeure un exemple pour sa famille. J'ai appris beaucoup de choses de lui sans m'en rendre compte. Son courage, sa détermination. Et aujourd'hui, on peut lui dire merci parce que je me rends compte que ça a été le plus grand trésor qu'il a pu nous inculquer. En 1988, l'homme relance l'association des Sénoufos de Grand Bassam, dont il est toujours le chef. Il offre de l'emploi à des membres de l'association. Ngolo devient un homme de paix. Il réconcilie couple, famille et communauté. Des actions connues de tous lui confèrent le titre d'ambassadeur de paix. Tout ce qu'il y a comme différent, il se met à 4 pour résoudre tous ces problèmes-là. Dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui fait tout et c'est un bon chef. En 2019, le poids du travail cloue Ngolo au lit. Il fait 3 ans de maladie. Mais Ngolo n'a pas encore dit son dernier mot. Mes yeux ne vont pas très bien. Donc ça juge mes pieds. Mais mon travail, ça est dans ma tête. Ma mesure, je vais le lancer. Et puis, construire, ou le même matin, je vais construire un bronzier là-bas. Je ne laisse pas. Je ne suis pas venu regarder la mer. Il faut travailler, il faut avoir le courage. Il ne faut pas dire qu'il ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, âgé de 87 ans, Ngolo l'aventurier, devenu Ngolo homme d'affaires et homme de paix, est un modèle célébré par ses proches. L'association des Sénoufos et les autorités de Grand Bassam lui rendent hommage. Et pour honorer un Sénoufo, il faut faire appel à toute sa culture. Il vit dans cette bâtisse avec certains de ses enfants, leurs épouses et une trentaine de petits-enfants. Ces 16 enfants exercent chacun un métier. Parmi eux, des hommes d'affaires, un député, des enseignants, des employés dans le privé et dans le public. Le vieux Ngolo est couvert de cadeaux, comme cette voiture que lui a offert l'un de ses fils. Il passe ses vieux jours à déguster de bons plats. Le vieux Ngolo Mamadou, bel exemple de réussite. Une note triste dans ce journal, Adama Kouyaté a perdu l'usage de ses pieds à l'issue d'un accident de moto. Le jeune homme ne s'est plus jamais retrouvé. Une première opération a permis de faire fonctionner ses membres, mais les médecins indiquent une seconde opération afin de libérer totalement. Sa mère, n'ayant pas les moyens, lance un cri de cœur au micro d'Alassane Parguin-Drapeau. Lui, c'est Adama Kouyaté. Âgé de 22 ans, le jeune homme ne marche que difficilement. Pour tout vous dire, il ne marche plus. Ces difficultés sont nées d'un tragique accident de moto survenu au mois de juin dernier. C'était le lendemain de la fête. Je sortais de la maison, j'ai appelé mon ami, il est venu me croiser à moto et il m'a dit allons, on va se balader. On a fait un choc. On s'est croisé entre deux motos. On s'est croisé. Donc, moi, je ne me suis pas senti blessé ni rien. Bon, comme mes amis, j'étais blessé. J'ai appelé au secours, ils n'ont pas venu m'aider. Comme je n'ai pas senti de tracement, rien, je n'ai rien dit à quelqu'un. C'est resté comme ça. Bon, une semaine après, la douleur a commencé un peu. Bon, arrivé un moment, je ne peux plus marcher. Après cet incident malheureux, c'est à peine s'il pouvait même s'asseoir. Plusieurs parties de son corps sont fracturées. Dans cette épreuve, Adama et sa mère en ont vu de vertes et des pas mûres. On nous a donné
prix des matériels, ordonnance des matériels, c'est ça qui est 1 million et quelques. Celle-là était là à pleurer au CHU là-bas tout le temps, tous les jours. Je pleure. Après, maintenant, on dit que c'est 10 opérations. Mais le docteur me dit que c'est pas cher. Bon, c'est pas cher. On nous a donné l'ordonnance encore. C'est même prix que premier, 1 million et quelques. 1 million 500 même. C'est là qu'on a duré là-bas à l'hôpital. J'ai fait 2 mois à l'hôpital. 2 mois propres, j'ai fait là-bas. Bon, quand on n'a pas gagné la moyenne, c'est là le docteur m'a dit qu'il va nous libérer un peu. On n'a qu'à venir à la maison pour chercher moyen. Les Kouyaté sont une famille très modeste. Ils vivent dans ce quartier de Yopougon, appelé Sable. Ils peinent à s'offrir 3 repas par jour. Que dire donc du traitement d'Adama, qui nécessite jusqu'à 1 million de francs CFA. Pour que le jeune homme retrouve l'usage de ses membres, une seconde opération s'impose. Mais pour une famille qui a dû quitter le CHU faute de moyens, l'appel à l'aide reste le dernier recours. Je demande l'aide de toutes les volontés. Il n'a qu'à aider mon fils. Je demande pardon, l'aide de tout le monde. Aujourd'hui, je me vois ici assis. Je suis très jeune, j'ai 22 ans. Je peux faire, Dieu n'a qu'à faire, avec eux aussi, n'a qu'à faire. Je retrouve la santé et je vais aider ma mère avec les autres petits frères. Dans l'incapacité de bouger, Adama mesure pleinement les dangers de la moto sur les routes abidjanaises. Il en appelle au sens de la responsabilité de ses camarades. Je veux dire à toutes les jeunes qui roulent moto actuellement de partir doucement. Aujourd'hui, nous voici dans les problèmes aujourd'hui. Si écouter les conseils de ma mère, elle n'est pas arrivée. En attendant l'aide pour entamer le traitement d'Adama, sa mère semble perdue. Regard hagard, interrogeant l'avenir. Prompt rétablissement aux jeunes Kouyaté. Le plaisir, oui, mais la prudence d'abord. En sport, le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme a organisé un séminaire de formation des encadreurs régionaux d'athlétisme. Ce séminaire vise au renforcement des capacités techniques des encadreurs afin de dénicher des talents locaux. Patrice Dadier. Ils sont 45 professionnels de l'athlétisme venus des villes de Bouaké, San Pedro, Abengourou, Dembokro, Daloa et Abidjan, alliés à l'école des maîtres de l'athlétisme. Ce séminaire de formation, organisé par la Fédération ivoirienne d'athlétisme, a permis à plusieurs experts de partager leur savoir-faire et leur expérience avec l'assistance. Ce séminaire a pour rôle de renforcer les capacités techniques des encadrants et faire d'eux de véritables points focaux dans leurs différentes localités. Les apprenants ont eu droit à une mise à niveau de leurs connaissances en matière de réglementation, l'athlétisme, essais nuls, essais manqués, la disqualification et les relais, autant de points abordés. Au niveau des cartons, il y a 5 types de cartons. Le carton jaune, comme au football, c'est l'avertissement. Mais avant de brandir le carton jaune, il y a l'avertissement verbal. Si la faute continue, on brandit le carton jaune. Si la faute continue encore, on brandit cette fois-ci le carton typiquement rouge. Désormais bien formés et outillés, les séminaristes sont mis en mission pour repérer, détecter, former des jeunes et faire d'eux de futures pépites de l'athlétisme ivoirien. Ce que nous devons comprendre, que l'entraînement, ça commence à la base. Et si ça commence à la base, si vous avez raté la base, il faut dire que vous avez raté le haut niveau. Une initiative saluée par les apprenants qui se disent aguerris et prêts à relever les défis. Nous avons le droit et l'obligation de mettre en pratique ce que l'on a appris. La cérémonie a pris fin avec la remise de diplômes qui marque officiellement la mise en mission des impétrants. Hors de la Côte d'Ivoire, en RDC, au moins 14 civils ont été tués mardi dans des attaques attribuées aux membres du groupe Force démocratique alliée ADF dans l'Est troublé de la République démocratique du Congo, ont indiqué mercredi des sources locales. Et pour terminer, en Birmanie, Aung San Suu Kyi a été condamné à 3 ans de prison supplémentaire pour fraude électorale, inculpé d'une multitude d'infractions par la junte au pouvoir depuis le coup d'État de février 2021. L'ancienne dirigeante a été placée à l'isolement dans une prison fin juin. Voilà, ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end.